Nous allons reprendre cette séance. Donc, j'appelle Sarah Cristofari pour une communication intitulée Conservation et sauvetage ex vivo des lambeaux libres après ischémie vasculaire, intérêt des liquides biologiques et d'une machine à perfusion. Étude préclinique sur lambeaux musculaires chez le cochon. Chers maîtres, chers collègues, merci de m'accueillir pour présenter les résultats de mes travaux de recherche. Les lambeaux libres en reconstruction microchirurgicale sont donc des prélèvements tissulaires qui peuvent être de deux types, soit des autogreffes dans la majorité des cas de reconstruction, soit des allogreffes. À proprement parler, en chirurgie plastique, ces allogreffes constituent les greffes de face ou les greffes de main. Les ischémies des lambeaux libres peuvent être classifiées en deux types. Premièrement, les ischémies froides, qu'on a déjà présentées dans les présentations précédentes, à savoir nous concernant une autogreffe prélevée chez un même patient. Donc, le lambeau et le patient receveur sont les mêmes, réalisés avant les anastomoses vasculaires, et ce type d'ischémie dite froide dure environ 1 heure au bloc opératoire. La seconde, concernant les allogreffes, donc greffe ou transplant de face ou de main concernant, peuvent être conservés ex vivo, donc en dehors du corps du donneur avant la mise en greffe chez le receveur, avant la réalisation des anastomoses vasculaires. La conservation en général en effet qu'elle ne dure pas plus que 3 heures. Et le second type d'ischémie, l'ischémie chaude, survient lors de complications post-opératoires sur notre lambeau, à savoir une thrombose qui survient in vivo chez un patient post-opératoire. Elle peut être de deux types, soit une thrombose artérielle, donc l'artère du lambeau est bouchée, ou bien une thrombose type veineuse, donc une ischémie chaude veineuse avec un infarcissement du lambeau, un engorgement veineux et un aspect clinique plus floride. Les altérations tissulaires qui peuvent être rencontrées lors de lésions d'ischémie de perfusion suivent le principe de l'ischémie vasculaire, donc concernant à savoir tout d'abord une lésion d'inflammation. Ce phénomène mène à un œdème du tissu incliné, il s'ensuit un infiltrat inflammatoire, un thrombus vasculaire au niveau des vaisseaux du pédicule, mais aussi de la microcirculation au sein du tissu. Mais les lésions de reperfusion qui s'ensuivent sont connues, ça c'est su dans l'organe et aussi dans le tissu, pour être encore plus délétères sur le tissu. À savoir, la reperfusion n'améliore pas l'état tissulaire, au contraire, il y a une aggravation de l'inflammation jusqu'à un phénomène de no-reflow phénoménum, c'est que l'œdème devient si gros qu'il y a une compression extrinsèque au niveau des capillaires du tissu et une nécrose in fine. La conservation ou le sauvetage ex vivo sont bien connus pour les organes, à savoir qu'un organe, en général, avant d'être greffé lors de transplantation, est conservé en ischémie froide. Il peut être préconditionné, à savoir entraîné au phénomène d'ischémie, comme un coureur de marathon qui va avoir un entraînement successif avant de courir son marathon. Donc des petites séances de préconditionnement, c'est des petites séances d'ischémie in situ avant le prélèvement. Donc ça c'est connu chez l'organe. Cet organe peut être conservé soit en immersion, c'est une conservation statique, soit une conservation dynamique par perfusion. C'est bien connu pour le rein, donc le liquide actuellement très utilisé en pratique clinique, c'est l'IGL1 de l'Institut Gustave Lopez, et pour la perfusion, le KPS1, Kidney Perfusion Solution, qui est utilisé exclusivement, a été créé pour la perfusion sur machine d'exécution rénale. En ce qui concerne nos lambeaux, ce qui est connu pour l'ischémie froide ou l'ischémie chaude, c'est que en ischémie froide, quand on prélève un lambeau au bloc opératoire, qu'on a besoin de laisser en dehors du patient pendant un moment, on va l'immerger dans du sérum héparinique. C'est ce qu'on fait en pratique courante. Lors d'une complication post-opératoire, un lambeau en ischémie chaude, la seule solution, c'est la reprise en urgence chirurgicale du lambeau. Il n'y a pas de protocole extra-chirurgicaux ou alternatifs qui permettent d'aider la récupération tissulaire. On rince le lambeau, on le reperfuse en le rebranchant sur le patient, donc c'est une reperfusion vasculaire avec le sang. Donc, dans le cadre du sérum héparinique, il n'y a pas d'études qui ont été effectuées chez l'humain pour savoir, d'ailleurs chez l'animal, pour savoir si ce rituel avait un quelconque ratio scientifique. De même, existe-t-il des alternatives en chirurgie reconstructrice
pour améliorer les protocoles de sauvetage des lambeaux. Donc les nouvelles hypothèses étaient les suivantes. Il n'y a pas de méthode validée pour les lambeaux libres pour la conservation ex vivo. Peut-on augmenter la durée de conservation d'un lambeau en ischémie froide avant sa greffe? Peut-on sauver un lambeau libre, améliorer son sauvetage après une complication? Quid des liquides biologiques? L'immersion statique est-elle mieux que la perfusion dynamique? Peut-on utiliser le préconditionnement in situ sur nos lambeaux? On a donc effectué une étude préclinique chez le cochon. Le modèle était le porc et le lambeau musculaire de grand dorsal. Pourquoi? Parce que le diamètre des vaisseaux du pédicule de ce lambeau se rapproche le plus chez l'animal de nos lambeaux chez l'homme. On ne pouvait pas faire cette étude chez les rats, par exemple, parce que ça n'aurait pas du tout été transposable. De plus, on a eu l'accord du comité éthique. La procédure chirurgicale, donc, tous les cochons étaient endormis, étaient prélevés un lambeau de grand dorsal. Selon les phases du protocole, soit le lambeau servait témoin, soit il était prélevé et manipulé selon la phase du protocole. Les échantillons tissulaires pour chaque lambeau, on effectuait 4 séries de biopsies à 1 heure d'intervalle. Nous avons donc effectué une étude histologique. Les lambeaux étaient fixés, coupés, colorés, étudiés en microscopie électronique. Et lors de l'étude microscopique, l'étude systématique portait sur 3 paramètres. Premièrement, les fibres musculaires, ce qu'on voit en rose sur l'image à l'écran. Deuxièmement, l'interstitium ou le tissu conjonctif, c'est-à-dire tout ce qui entoure les fibres musculaires et le tissu blanc qui entoure, en dehors de la graisse, les vaisseaux dans l'interstitium. Et dernièrement, les vaisseaux à proprement parler, leurs parois, ce qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait un tubulus ou des cellules polynucléaires relatives à l'inflammation. Les liquides étudiés étaient tout d'abord le sérum héparinien dont je vous parlais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes au bloc opératoire en mélangeant du sérum physiologique avec de l'héparine. Donc c'est une dose quand même efficace qu'on utilisait, 58 par millilitre. C'est très peu cher, à peu près 15 € le litre. L'IGL1 dont je vous parlais, c'est un liquide utilisé en greffe d'organes, polyorganes au bloc opératoire. Il est un peu plus cher, 142 € à peu près le litre. Et enfin le KPS-1, un liquide utilisé exclusivement normalement pour la greffe rénale perfusée sur machine, la machine que je vais vous présenter. Ce liquide avait à peu près le même prix que l'IGL. Donc ça, j'ai choisi ces 2 liquides a priori parce que c'est ceux qu'on utilisait en pratique courante au bloc dans l'hôpital dans lequel je travaille. La machine de perfusion de la liqueur. Donc ça, c'est une machine qui est utilisée pour les greffons rénaux. Dans un certain type de greffe rénale, quand les patients ont des comorbidités et qu'on veut conserver le greffon rénal un moment ou améliorer ses paramètres tissulaires. Donc c'est une machine qu'on règle en pression. On a effectué des mises au point avant de débuter l'étude pour adapter les paramètres au mieux aux lambeaux de grand dorsaux qui ne sont pas des reins. Le lambeau était juste branché sur l'artère, donc c'est un système qui est ouvert, la veine était laissée libre, n'était pas cannulée. La machine fonctionne en hypothermie avec un bac à glaçons, les températures optimales vont de 4 degrés à 8 degrés. Le prix d'achat de la machine, 13 500 €. Et les canules de perfusion qui étaient mises à disposition avec les cassettes de perfusion n'étaient pas adaptables pour nos lambeaux, donc on a dû utiliser les 4 pour canuler les artères des lambeaux. Tout d'abord, le protocole pour la recherche concernant l'ischémie froide. Donc, le lambeau était disséqué, in situ, une première biopsie était effectuée. Ensuite, le lambeau était sectionné et conservé, dit en ischémie froide, ex vivo, durant 3 heures. 3 heures durant lesquelles 3 biopsies étaient effectuées pour chaque lambeau et chaque sous-section expérimentale. Pour quelques lambeaux, nous avons effectué un préconditionnement durant 1 heure in situ sur le cochon avant de sectionner le lambeau, afin de simuler une pré-séquence d'ischémie, donc 15 minutes de clampage, déclampage itératif pendant 1 heure. Pour les lambeaux n'ayant pas eu de préconditionnement, 4 d'entre eux étaient conservés en immersion statique et héparine, ce qui constitue notre situation de référence qu'on effectue chez l'être humain. 4 en immersion statique avec le liquide IGL1, 4 perfusions dynamiques sur la machine LifePort avec le KPS1, 4 perfusions dynamiques avec l'IGL1. Pour les lambeaux ayant bénéficié d'un préconditionnement, 4 d'entre eux étaient immergés dans l'héparine et les 4 autres immergés dans l'IGL1. Au total, 4 lambeaux par groupe et 24 lambeaux pour cette phase du protocole.
Pour l'ischémie chaude, donc il fallait simuler une thrombose artérielle ou veineuse in situ. Donc on a effectué un clampage veinéo-artériel pendant 1 heure in situ, puis on a sectionné le lambeau simulant le sauvetage et on a étudié une méthode de sauvetage durant 2 heures ex vivo en réalisant 2 autres séries de biopsies. 4 d'entre eux n'ont pas été sectionnés et ont été revascularisés in situ, ayant la situation de sauvetage de référence des lambeaux chez l'homme. 4 suivants ont été plongés dans l'héparine, 4 plongés dans l'IGL1, 4 perfusés par du KPS1 sur machine, et enfin les 4 derniers perfusés par de l'IGL1. Ce qui faisait 4 lambeaux par groupe et 40 lambeaux au total, 20 pour veineux, 20 pour artère. Les critères microscopiques d'analyse étaient au niveau des vaisseaux la présence de thrombie en intravasculaire, de fibrine ou de polynucléaire. Au niveau du tissu interstitiel, la présence d'œdème était aussi quantifiée. Enfin, la cellule musculaire en elle-même, on mesurait son diamètre et la présence de nécrose, à savoir un infarcissement des cellules en groupe ou isolé. Les statistiques, on a effectué des tests avec Anorette et Student. Les premiers résultats concernant l'ischémie froide. Donc on voit l'évolution des différents paramètres étudiés, à savoir l'œdème, la nécrose et la taille des fibres musculaires, en fonction du temps. Concernant l'immersion des lambeaux dans l'héparine, ce qui constitue la situation de référence, on peut voir que pour tous les paramètres, ce qui paraît logique, a posteriori, l'œdème augmente, la nécrose augmente et la taille des fibres musculaires augmente. Donc immerger les lambeaux dans l'héparine n'est pas vraiment anodin pour l'évolution des paramètres tissulaires d'aggravation de l'inflammation. L'immersion des lambeaux dans l'IGL1, à la ligne suivante, on voit que les paramètres suivent à peu près la même évolution que sur la situation de référence à la ligne précédente. On passe aux lambeaux qui ont été préconditionnés avant d'être sectionnés, conservés ex vivo. Et là, on voit un tout autre type d'évolution au cours du temps, à savoir que tous les paramètres diminuent, que ce soit pour l'immersion dans l'héparine, mais aussi pour l'immersion dans l'IGL1. Donc ça, on était très très contents, car ça signifie que le préconditionnement, manifestement, apporte un bénéfice aux lambeaux avant de les sectionner. En ce qui concerne la perfusion dynamique, donc pour ce qui est du liquide KPS1 quand il était perfusé, on n'a pas vraiment d'amélioration par rapport à la situation de référence. En revanche, pour l'IGL1, après une phase d'1 heure d'acclimatation du lambeau sur la machine, on note une réelle diminution de tous les paramètres d'aggravation tissulaire. Donc le résultat est très intéressant. Donc, au niveau de l'ischémie froide, d'après cette étude, l'immersion statique à l'héparine n'est pas vraiment à conseiller, voire à éviter pour nos lambeaux. Le préconditionnement serait très intéressant à tester en pratique clinique. Et la perfusion sur machine et IGL1 est une bonne alternative à l'immersion simple. Donc, pour tout ce qui est greffe de face ou greffe de main, il y a vraiment quelque chose à tester à ce niveau-là. Les limites, c'est évidemment que je n'ai rebranché aucun lambeau chez le cochon après la conservation ex vivo par machine. Donc tout cela, effectivement, est à mettre en balance si jamais on doit faire une étude chez l'homme. Passons aux résultats de l'ischémie chaude veineuse. Donc la situation de référence que vous voyez ici montre une stagnation de l'œdème, de la nécrose ou de la taille des fibres musculaires en tous les temps. En comparaison, l'immersion par héparine et l'immersion par IGL1 montrent une aggravation de tous les paramètres tissulaires au cours du temps. En revanche, la perfusion, donc le sauvetage d'un lambeau ayant subi une ischémie chaude veineuse, donc une thrombose au niveau de la veine, est améliorée par la perfusion par machine, que ce soit avec le liquide KPS1 ou IGL1, où on voit que tous les paramètres, œdème, nécrose, taille des fibres musculaires, s'améliorent au cours du temps, à savoir diminuent. Donc cette situation clinique est la plus fréquente en chirurgie de reconstruction par lambeau chez l'être humain. Le traitement de référence est la revascularisation à nouveau. Donc, pour nous, les meilleurs traitements ex vivo en alternative sont la machine de perfusion avec les deux liquides qui ont été testés, les résultats équivalents, à savoir IGL1 et KPS1. La limite, évidemment, c'est que, pareil que pour l'ischémie froide, je n'ai revascularisé aucun lambeau in situ pour valider cette amélioration par rapport à la situation de référence.
Les résultats de l'ischémie chaude, la revascularisation sanguine apporte pas vraiment de variation dans les paramètres étudiés. Au niveau d'une action par l'héparine, il y a une légère amélioration des paramètres. L'IGL1 les aggrave. La perfusion par KPS1 et l'IGL1, pareil, aggrave les paramètres tissulaires. Donc pour l'ischémie chaude artérielle, par rapport au traitement de revascularisation en urgence de référence, aucun traitement n'a fait la preuve d'une amélioration dans cette étude. Les perspectives, l'ischémie froide, en pratique clinique, il faut qu'on teste le préconditionnement chez l'homme, ça paraît très intéressant, et la machine de perfusion avec le liquide IGL1. Et pour l'ischémie chaude veineuse, idem, la machine de perfusion avec l'IGL1 ou le KPS1 paraissent intéressants. Il faut étudier le sauvetage pour une durée d'ischémie supérieure. Là, chez Cochon, nous n'avons effectué une ischémie que de 1 heure. Je vous rappelle, ça peut être beaucoup plus long en pratique clinique. L'ischémie chaude artérielle, il faut tester d'autres traitements car aucun testé ici n'a apporté de bénéfice. Il faudra adapter des canules pour les lambeaux chez l'homme et confirmer les résultats sur d'autres types de lambeaux que le lambeau musculaire. Je vous remercie. Des questions? En tout cas, bravo pour cette très belle présentation, très utile, je pense, dans la chirurgie des lambeaux. Dans la pratique, c'est vrai que l'ischémie froide donc est statistiquement beaucoup moins fréquente en chirurgie plastique que l'ischémie chaude, qui se limite aux allotransplantations, mais néanmoins ces résultats sont très intéressants, ce qui montre l'importance de la machine à perfusion. Alors je reviendrai plus sur ce qui nous préoccupe en pratique courante, c'est l'ischémie chaude. Comment expliques-tu la différence entre le résultat sur le clampage de la veine ou de l'artère? C'est-à-dire que pour le clampage de la veine, il y a vraiment clairement un intérêt de la perfusion, et alors que tu sembles dire qu'il y a même presque une aggravation quand il y a un clampage artériel. À mon avis, c'est que dans l'ischémie chaude veineuse, donc on a une thrombose et on a un phénomène d'augmentation de toutes les résistances vasculaires, que ce soit au niveau de la macrocirculation, si on peut appeler ça macro au niveau d'un labo, ou de la microcirculation distale. Donc en fait, la machine, en perfusant en continu, elle apporte un recrutement et au niveau vasculaire, et elle ouvre les résistances vasculaires, et je pense que c'est pour ça qu'on a les résultats. En 1 heure, ils sont en phase de recrutement, et après 1 heure de perfusion, on a la réelle amélioration clinique, enfin, histologique, si je puis dire. Et je pense qu'au niveau de l'ischémie artérielle, nous n'avons pas tous ces phénomènes. Donc peut-être il y a une aggravation de l'œdème, parce que ça ouvre des espaces intercellulaires au niveau des matrices extra-endothéliales, et les résultats sont de fait beaucoup moins fréquents. Question sur l'ischémie froide. Oui, Denis Franco. Bravo, moi, je suis très heureux d'écouter votre travail. Donc, la chirurgie reconstructrice est en train de prendre le dessus de toutes les chirurgies, dans l'innovation. Alors vous allez continuer, j'espère. Vous allez tester maintenant la revascularisation. Oui, là, on est en phase de recherche, de rédaction du protocole clinique pour tester le préconditionnement sur nos lambeaux, les lambeaux graisseux et les lambeaux fasciocutanés. Et en ce qui concerne la machine de perfusion, il faut aussi qu'on l'inclue dans le protocole, mais il faudra surtout qu'on participe à la recherche avec un centre qui effectue des allogreffes. Car moi, en pratique courante, on n'en fait pas dans notre service. Et c'est surtout ça qu'il faudrait développer. Autre question, Jean-Michel, je crois que tu avais beaucoup travaillé sur les liquides de conservation en ischémie froide. Oui, Jean-Michel. Max, en fait. J'ai 2 prénoms. Non, pardon, Marc, elle a fait ce qu'il fallait faire, il y a des gros à faire au niveau du liquide de préservation. C'est évident. L'IGL reste quand même le système le plus classique jusqu'à présent, et on peut imaginer des évolutions. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça a beaucoup de sens d'appliquer ces méthodes au lambeau. Et ça change quand même de résultat. J'ai peut-être une petite question méthodologique. Tu as choisi de faire une biopsie à 1 heure, 2 heures et 3 heures. C'est le même timing à la fois pour la ligature de l'artère et la ligature de la veine. Est-ce que tu penses qu'il y a des phénomènes qui sont plus précoces dans l'un des 2 mécanismes? Et est-ce que tu penses que faire plus de biopsies ou les faire plus tardivement pourrait amener à
éclairer un petit peu plus la mécanistique qui est différente entre les deux types d'ischémie? Oui, tout à fait. Le problème a été la nécessité de l'harmonisation du protocole expérimental au niveau de l'école de chirurgie. Donc j'avais toute une arborescence beaucoup plus floride en début de thèse que j'ai dû réduire pour des nécessités de praticité. L'idéal aurait été d'avoir des temps d'ischémie chaude veineuse différents, au moins 1 heure. Au début, j'ai mis que 2 heures et 4 heures, parce que c'est vraiment, en pratique clinique, on ne voit jamais un embout à 1 heure, on le prend au bloc, enfin, c'est vraiment quasiment du domaine du miracle. En revanche, l'ischémie artérielle, d'avoir un temps très court, ça arrive. Par exemple, si on a un spasme du patient en péropératoire, ce qui vous est à peu près tous arrivé quand on fait de la reconstruction, ce délai de 1 heure est à peu près bon, le temps de que le patient se déspasme, qu'on mette des drogues qui rétablissent la perfusion de tous les vaisseaux receveurs. Et est-ce qu'en termes de paramètres, la mesure de l'oxygénation des tissus, peut-être par un système percutané d'évaluation de l'oxygénation, pourrait peut-être homogénéiser un petit peu, donner une information intéressante? Alors pareil, ça je l'ai fait, je n'ai même pas spécifié dans le topo. Durant la première année, j'ai fait des mesures d'oxymétrie par sonde. La sonde s'appelle la licote, pour ceux qui connaissent. C'était absolument pas faisable chez le cochon. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais marché. On avait soit ça ne bougeait jamais, soit donc il n'y avait pas de système en tout cas aisé à utiliser chez le cochon qui serait peut-être reproductible chez l'homme qu'on a trouvé. Après, il y avait tout ce que mes collègues ont déjà présenté, à savoir les mesures de liquide, etc., le pyruvate, le lactate. Mais moi qui ne m'apportais pas grand-chose en termes d'analyse tissulaire et qui était en plus très onéreuse et que je ne pouvais pas... Merci beaucoup. Alors, deuxième topo, nous appelons Alice Prévost de Toulouse, qui va nous parler des effets de différentes populations de cellules stromales mésenchymateuses tissu adipeux sur la résolution d'un choc septique induit chez une souris. Alors, juste un petit mot pour les différents orateurs. Essayez de vous maintenir le plus possible dans le temps que vous avez. Merci. Bonjour, Alice Prévost, je suis interne en chirurgie maxillofaciale à Toulouse. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chirurgie à proprement parler, mais plutôt d'une pathologie que nous connaissons tous, quelle que soit notre spécialité chirurgicale, à savoir le choc septique. En effet, pendant mon année de Master 2, j'ai travaillé sur les capacités immunomodulatrices des cellules stromales mésenchymateuses du tissu adipeux, ou ASC, et notamment leur capacité à résoudre un choc septique chez la souris. En effet, le choc septique est un réel problème de santé publique, de par son coût élevé, son incidence en fonction de communication, sa mortalité pouvant atteindre jusqu'à 40% en cas de choc et de l'apparition d'une résistance bactérienne aux antibiotiques. D'un point de vue physiopathologique, il résulte d'une réponse inflammatoire inappropriée de l'hôte contre un agent pathogène. En effet, la présentation d'un agent pathogène à l'organisme va déclencher une réelle tempête cytokinique qui va avoir pour conséquence une augmentation de la mortalité précoce. S'ensuit donc dans un deuxième temps une réponse anti-inflammatoire compensatrice qui va augmenter la susceptibilité aux infections nosocomiales et donc être responsable d'une mortalité tardive. La prise en charge actuelle repose sur l'éviction d'agents pathogènes par l'administration d'une antibiothérapie et traitement de la porte d'entrée, mais sans réellement prendre en compte cette tempête cytokinique. Donc la thérapie cellulaire est actuellement une voie de recherche de par l'utilisation des CSM. Les CSM sont présents dans le tissu adipeux qu'on appellera ASC, mais également dans la moelle osseuse qu'on appellera les BM-MSC. Elles sont surtout connues et utilisées en médecine régénératrice, mais également dans certaines pathologies auto-immunes telles que le lupus ou la maladie de Crohn, puisqu'elles possèdent des capacités immunomodulatrices. Elles sont entre autres capables d'inhiber la prolifération des lymphocytes T et de modifier les macrophages pro en macrophages anti-inflammatoires. Ainsi, certaines équipes, comme celle de l'MS, ont testé leur capacité à résoudre un choc septique chez la souris en injectant des BM-MSC en intraveineux. Donc après révision d'une CLP. CLP, c'est le modèle également que nous avons utilisé chez l'animal dans une pulsion de sepsis. Donc ils se sont rendus compte que cette injection cellulaire augmentait les macrophages tissulaires, augmentait les polynucléaires neutrophils circulants, ce qui a les deux conséquences. Donc d'une part d'augmenter la carence bactérienne et de diminuer les lésions tissulaires, avec une conséquence importante, à savoir augmenter la survie des animaux.
d'autres équipes ont testé l'effet de l'injection des ASC intrapéritonéaux avec des conclusions assez similaires. Le laboratoire dans lequel je travaille, parallèlement, a mis en évidence que ces capacités immunomodulatrices pouvaient être modifiées in vivo par contact avec des macrophages. Donc, comme dit précédemment, donc les ASC sont responsables d'une inhibition de la prolifération des lymphocytes T, mais lorsqu'on met en contact ces ASC avec des macrophages pro-inflammatoires, donc les MM macrophages, nous obtenons l'effet inverse, à savoir une prolifération des lymphocytes T. Donc en fait, mon objectif pour cette recherche était d'évaluer l'effet de la coculture ASC macrophage, mais cette fois-ci in vivo, à travers un modèle d'inflammation aiguë septique murin. Donc pour ça, on commençait par une première étape de culture cellulaire. Les ASC étaient extraits de pièces de dermohypectomie abdominale réalisées dans le centre de chirurgie plastique de Toulouse. Ces ASC pouvaient être soit cultivés seuls, soit cultivés avec des macrophages pro-inflammatoires, soit cultivés avec des macrophages anti-inflammatoires. Les ASC étaient ensuite séparés des macrophages par tri immunomagnétique afin d'obtenir de 3 populations cellulaires d'ASC d'intérêt, à savoir les ASC cultivés seuls, que j'appellerai ASC, les ASC qui ont été préalablement cultivés avec des macrophages pro-inflammatoires, que j'appellerai M1ASC, et enfin les ASC préalablement cultivés avec les macrophages anti-inflammatoires, donc les M2ASC. Notre modèle d'induction du choc septique est celui de la CLP, qui fait référence au gold standard sur la recherche animale sur sepsis. Donc, nous avons travaillé sur des souris immunocompétentes C57 Black 6. Nous avons donc repéré le sécom que nous avons extériorisé, puis ligaturé à la jonction tiers proximal et tiers moyen. Ceci avait pour conséquence d'induire une ischémie, puis une nécrose, donc une inflammation prolongée. Puis nous avons réalisé une seule ponction sécale à l'aiguille de Bunsen rouge en nous assurant la présence de matière fécale. Donc ceci avait pour conséquence d'induire une période de stark orale avec spectre polymicrobien. Et puis avant de refermer, nous avons injecté 1 million de cellules par souris, afin d'obtenir donc 4 groupes, et dont notre groupe contrôle, donc PBS, injecté avec du PBS et non pas des cellules. Afin d'évaluer l'effet de cette injection cellulaire, nous avons réalisé une courbe de survie sur 5 jours, en évaluant également l'état septique post-opératoire. Nous avons évalué l'inflammation générale en réalisant une NFS ainsi que le dosage du lactate plasmatique et de certaines cytokines à J1 et J2 post-opératoire. Nous avons également réalisé une étude anatomopathologique sur divers organes que nous avons prélevés. Nous avons caractérisé les populations de cellules unitaires intrapéritonéales en cytométrie de flux et avons également donné certaines cytokines intrapéritonéales. Donc, concernant l'effet sur la courbe de survie, donc dans le PBS, nous n'obtenons que 30% de survie à 5 jours, ce qui montre déjà que notre modèle animal est maîtrisé. Comme démontré par certaines équipes, l'injection d'ASC seule augmente la survie des animaux, donc c'est là à 55%, mais de façon plus intéressante, la survie des animaux ayant bénéficié d'une injection de M1 ou de M2ASC est d'autant plus importante et cette différence est significative. Ceci est également donc rapproché avec un état septique post-opératoire qui était moins important dans les groupes ASC, M1ASC et M2ASC. Nous avons également donc donné le lactate plasmatique, puisque son élévation en cas de choc septique traduit une hypoperfusion tissulaire périphérique. Et donc, comme attendu, en cas de choc septique, il existe une augmentation du lactate. Comme on peut voir dans le groupe PBS par rapport au groupe NT. NT, c'est pour non traité, c'était des souris saines. Et donc, il n'existe pas d'augmentation du lactate dans les groupes ASC, M1ASC et M2ASC, ce qui pourrait peut-être témoigner d'une amélioration de la perfusion tissulaire périphérique. Nous avons donc également caractérisé les populations de cellules unitaires intrapéritonéales et avons observé quelques différences entre les groupes. Une différence qui était tout d'abord quantitative, puisqu'il existait un recrutement cellulaire plus précoce et plus important dans les groupes avec injection cellulaire, et notamment après injection de M1ASC, mais à la fois qualitatif, puisque ce recrutement de cellules immunitaires concerne essentiellement des monocytes et des macrophages. Quand on étudie les subpopulations macrophagiques, on se rendait compte que les macrophages présentent essentiellement des large peritoneal macrophages, qui ont l'activité de phagocytose, et des SPM, donc small peritoneal macrophages, qui ont essentiellement une activité bactéricide par sécrétion de NO. Et ceci était d'autant plus important dans le M1ASC, comme si cette injection de cellules permettait une augmentation du potentiel bactéricide et de phagocytose. Nous avons donc également réalisé une étude anatomopathologique en collaboration avec le MVT de Toulouse. Donc nous avons prélevé différents organes à différents temps post-opératoires étudiés, à savoir au 1er, 2e et 5e jour post-opératoire, et avons réalisé donc une coloration avec une éosine ainsi qu'un immunomarquage avec l'anticorps anti-pimentine humaine qui permet de localiser les ASC.
Déjà, premièrement, concernant les lésions organiques. Il faut savoir que d'un point de vue macroscopique, les souris injectables du PBS présentaient des lésions internes de péritonite bien plus sévères, ce qui se traduisait par un liquide péritonéal qui était bien plus turbulent et un prélèvement d'organes qui était techniquement plus difficile à réaliser du fait de la présence de placard fibrineux. Ce qui est également confirmé d'un point de vue microscopique, comme on peut voir sur cette coupe-là, qui en fait est une coupe de pancréas, avec ici des acénies pancréatiques sains et ici des plages de dégénérescence pancréatique. Nous avons également donc localisé les ASC au niveau des différents organes. Donc déjà, il faut savoir qu'on les a retrouvés à chaque temps post-opératoire étudié et même au 5e jour post-opératoire. Elles sont localisées préférentiellement le long des séreuses, comme on peut le voir à ce niveau-là, le long de la séreuse sécale, ou alors en main au niveau des mésentères, comme on peut le voir ici, donc avec le pancréas, donc au niveau du mésentère péripancréatique. Donc au niveau du pancréas, c'est ce que je vous disais, on peut trouver des amas en péripancréatique, mais de façon très intéressante et surprenante et sans que nous puissions l'expliquer pourquoi. On retrouve également des cellules donc en intrapancréatique interlobulaire, donc qui signait en fait une infiltration active de la part des cellules stromales. Nous avons également étudié l'effet des différentes populations d'ASC sur le recrutement des populations des cellules unitaires, cette fois-ci au niveau organique et non plus péritonéal. Donc le groupe PBS était caractérisé par une infiltration qui était granulocytaire, comme on peut le voir sur cette coupe-là. Donc les granulocytes, ce sont des cellules avec des noyaux polylobés. Les ASC étaient caractérisés par une infiltration qui était mononucléée, comme on peut le voir, donc avec les ASC colorés en brun au centre de la photo, avec des macrophages, donc de grosses cellules mononucléées et une première couronne de lymphocytes autour. Les allemands étaient caractérisés par une infiltration qui était polymorphe, donc à savoir granulocytaire et mononucléée, mais avec des signes conjectivodémateux importants, comme on peut le voir à ce niveau-là, donc au niveau du mésentère péripancréatique, avec des plages d'hémorragie digestive et de dilatation des vaisseaux. Et enfin, les AMI de ASC étaient caractérisés par une infiltration mononucléée, comme les ASC. Donc, en conclusion, l'injection d'ASC module la réponse inflammatoire in vivo. Ça a été déjà démontré par d'autres équipes. Et ce que nous avons démontré pour la première fois, c'est que les ASC préalablement primés avec les macrophages amélioraient la survie des animaux en modifiant la réponse inflammatoire in vivo induite par le sepsis, et notamment en agissant sur le recrutement des cellules unitaires péritonéales et tissulaires. Nous avons également démontré que l'injection de amiant ASC conférait un pouvoir plus protecteur que les autres types cellulaires, puisque nous avions 70% de survie à 5 jours et un état affectif post-opératoire moins prononcé. Ceci pouvant s'expliquer en partie par une augmentation précoce du recrutement des cellules immunitaires au niveau péritonéal, par une atténuation des lésions tissulaires avec une infiltration cellulaire qui était donc polymorphe à ce niveau-là, que cette injection permettait également de moduler les concentrations plasmatiques et péritonéales en cytokines, qu'il existe également une diminution de la lactatémie, peut-être traduisant une amélioration de la perfusion tissulaire. Et enfin, j'ai pas le temps de vous en parler, que s'accompagnait d'une protection contre la leucopénie et thrombopénie précoce qui sont retrouvées en cas d'échec septique. Donc nous aimerions donc, mieux caractériser ces ASC modifiés afin de, pourquoi pas, peut-être un jour les proposer en thérapeutique complémentaire dans la prise en charge d'échec septique ou d'autres pathologies immunitaires. Je vous remercie. Merci pour cette très belle présentation. Y a-t-il des questions de la salle? Oui, j'ai une question concernant l'extraction et la purification de ces ASC. Donc, il y a deux façons de faire. Elles ont été prélevées à partir de l'hypoaspira humain. Non, de l'embolipectomie abdominale. Et donc, il y a deux façons de les extraire. Donc, c'est par l'usage de collagénase. C'est ce que vous avez fait, voilà, qui pose des problèmes réglementaires et qui demande un certain temps. Alors on est un petit peu dans un contexte d'urgence concernant le choc septique. Et je pense qu'il y aurait, enfin ce travail est extrêmement intéressant, mais il y aurait peut-être un prolongement qui serait passionnant. C'est d'utiliser ce qu'on fait maintenant en pratique courante, clinique, dans les services de plastique, c'est utiliser la méthode d'extraction mécanique qui fait appel au système notamment TULIP, et voir si on a une fraction qui est très proche de la fraction stromovasculaire, voir si on peut obtenir les mêmes types de résultats. Et donc là, ça permettrait d'agir beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Exactement. Alors, il y a un autre étudiant qui faisait partie du même histoire de moi cette année qui a étudié justement ce sujet-là, donc il a comparé l'extraction à la collagénase versus cette époque-là.
Ensuite, nous, idéalement, dans l'idée, dans un futur assez lointain quand même, soit effectivement on crée des banques en fait d'ASC déjà modifiées, comme ça quand le patient arrive aux urgences, on a déjà la banque, ou alors si on arrive vraiment à caractériser ces ASC modifiés, on modifie nous-mêmes nos ASC en modifiant telle et telle protéine par exemple. Donc, deux possibilités. Voilà. Soit ASC déjà modifié sans contact avec le macrophage, soit c'est nous qui modifions les ASC sans contact avec le macrophage. Quand vous faites des banques, vous les cultivez pendant un certain temps, si vous avez plusieurs passages? Un seul passage. Un seul passage. Et même ce passage n'entraîne pas de modification des qualités de ces ASC? On pense que non, parce que justement, on s'attache à utiliser qu'un seul passage, et pas plusieurs. Bien, merci. Merci pour ce topo de grande qualité.